Vous écoutez un podcast produit par Les Fameuses, enregistré en novembre 2024 au Labo Diva à Nantes. Vous allez écouter une version courte d'une conférence performée par le Chaperon Vert. Le thème abordé dans cette conférence est l'inceste et comporte des récits de pédocriminalité. Si ce sujet peut provoquer chez vous une réaction traumatique, nous vous conseillons de choisir un moment propice pour l'écoute et de vous entourer de professionnels. Bonjour à vous, donc moi je m'appelle Julie et je viens vous présenter ce projet du nom du Chaperon Vert, qui est une conférence d'histoire de l'art performée autour de la question et de la thématique de l'inceste, thématique ô combien sympathique. Donc bravo à vous d'être venus. Pendant cette vingtaine de minutes, nous allons... je vais vous plonger un peu dans mon univers d'historienne de l'art à travers ce mantra qui est celui-ci, parce que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est une phrase d'un artiste des années 60 qui s'appelle Robert Filliou et qui souhaitait recréer des liens entre l'art et la vie. Moi, en tant que personne ayant été incestée dans l'enfance, autant vous dire que vivre dans ce monde qui me paraît quand même assez hostile, eh bien, cette phrase est devenue mon mantra et m'a permis justement de survivre. Finalement, les œuvres d'art sont pour moi une sorte de fenêtre ouverte sur le monde, un échappatoire, un endroit où je peux m'y plonger et juste m'oublier. Donc c'est à travers ce mantra, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, que je vous emmène à la découverte du Chaperon Vert. Alors sachez qu'à l'origine de cette conférence, eh bien, il y a ce podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être une nuit, un podcast de 6 épisodes où Charlotte Pudlowski raconte l'histoire qu'a vécue sa mère, mais elle invite aussi des sociologues et des anthropologues. Pour moi, ça a été une véritable claque. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire comme ce que j'avais l'habitude de faire, à savoir vivre toute seule sur la question de l'inceste. Pour vous expliquer un peu, sachez que je suis sortie d'amnésie à 18 ans. Et j'en ai 48. Autant vous dire que j'ai parcouru cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle toute seule. Pas de réseaux sociaux, pas de hashtag, pas de podcast, pas de ressources. Et puis surtout, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui m'ait dit « Hey, moi aussi, on est copines !» Jamais. Pendant quelques années de ma vie, j'ai vraiment cru que j'étais seule au monde à avoir vécu ce truc. Je vous jure. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes 160 000 enfants touchés chaque année. Si on prend le chiffre de 1 enfant sur 10, nous sommes à minima 6 millions de personnes. Comment j'ai fait, hormis les œuvres d'art, pour vivre dans ce milieu qui, pour moi, était hostile? Eh bien, j'ai envie de citer Christine Angot, à savoir « comme j'ai pu, avec les moyens qui étaient les miens ». D'ailleurs, ce bouquin, c'est le premier que j'ai acheté sur l'inceste. Il est sorti en 1999. Mais autant vous dire qu'à l'époque, sa réception médiatique a été absolument terrible. Ça ne donnait pas du tout envie d'aller fouiller sur la question de l'inceste. Donc, quand j'ai écouté ce podcast, ça a été une déflagration. C'est comme si j'avais tout d'un coup découvert un peu mieux qui j'étais. Ça suinte l'inceste. Ça suinte dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, sociales, dans les relations amoureuses, dans ma relation avec mon enfant en tant que moi, mère. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et c'est un peu tout ça que j'ai compris. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus faire toute seule. Nous sommes en juin 2022 lorsque j'ai écouté ce podcast. C'est très récent. Donc j'ai décidé de me faire suivre thérapeutiquement et vraiment travailler sur ce sujet-là. Merci à l'équipe de SOS Inceste et Violences Sexuelles de m'avoir accompagnée thérapeutiquement depuis 2022. Et surtout, j'ai travaillé âprement et j'ai été chercher de la ressource. J'avais besoin de comprendre. Mais pourquoi ? Mais par qui? Mais comment? Et autant vous dire que depuis que j'ai commencé ma revue de presse quotidienne sur la question de l'inceste, depuis 2 ans, ça m'a mis dans des états
il y a une émotion principale qui est ressortie, c'est la colère. Quand on comprend ce que moi j'appelle l'écosystème, waouh, la colère. Alors, je me soigne depuis, je me suis mise à la communication non violente. J'essaye d'évoquer mes émotions. J'y arrive pas, non, pour l'instant, je suis un peu dissociée émotionnellement. Mais celui-là, là, la colère, je vous présente le chaperon vert. Je vous emmène dans une inquiétante étrangeté. C'est une création que j'ai faite suite à un week-end de 4 jours que je me suis consacrée à moi-même, toute seule, pour me plonger dans le sujet. Et ça tombe bien, comme les choses sont bien faites, puisque l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. 3 jours avant était sorti cet ouvrage, La culture de l'inceste, d'Iris Bray et Juliette Drouard, mais pas que, il y a d'autres auteurs et autrices qui sont invités. Qu'est-ce que je découvre à l'époque ? On est en septembre 2022. Juliette Drouard explique que la culture de l'inceste est structurelle et structurante des systèmes de domination liés au patriarcat. Et que dans la cellule familiale, la culture de l'inceste s'installe par l'âge et le sexe de l'agresseur. Iris Bray, elle va un petit peu plus loin. Ce qu'elle explique, c'est que la culture de l'inceste est la base de la culture du viol. Et c'est ce qu'on est notamment en train de voir en ce moment avec le procès de Dominique Pellicot et tous ces acolytes qui sont venus violer sa femme. Beaucoup ont été violentés et incestés dans l'enfance. Donc je pars avec ce bouquin que je découvre pendant ces 4 jours, mais surtout avec moi, j'emmène 2 albums photos, les 10 premières années de ma vie, 76-86. Et dans ces albums photos, je cherche et je trouve une photo. Noël 81. Qu'est-ce qui s'est passé en Noël 81 ? Eh bien, j'ai été tout simplement déguisée, je vous le donne en mille, en chaperon rouge. Au plus fort de mon inceste, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans sur cette photo. Et regardez, elle est toute mignonne, avec son petit gilet rouge, au bord doré, très chic. Petite jupe, petit foulard, petit panier. Je m'en souviens tellement de ce panier. J'avais des gâteaux secs à l'intérieur, j'étais tellement fière. Fière parce qu'on m'avait façonné ce petit costume rien que pour moi. Et puis en plus, on m'avait maquillée. Alors largement, on est en 80, on y va, allez hop. Les yeux, la bouche. Mais c'est tellement chic. Le rouge va avec la couleur de la tenue. Autant vous dire que quand je découvre cette photo, je me prends une petite décompensation psychique. Ça va pas très très bien dans ma vie. Mais surtout, je comprends la force de ce mot. Déni. Alors pas le déni collectif qui fait que la culture de l'inceste perdure. Non, 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 pas celui-là. Mon propre déni. Cette photo, je la connais par cœur. Elle est dans tous les albums de famille. Mais jamais j'avais fait le lien entre l'enfant que j'étais, de 5 ans, l'inceste que je vivais, le déguisement du chaperon rouge et surtout la symbolique du chaperon rouge. Premier déni. Le deuxième déni, c'est celui de la famille. Les personnes qui ont façonné sur mesure ce petit déguisement sont ma mère et ma grand-mère, qui sont respectivement, je vous le donne en mille, la fille et la femme du loup. Mais comment ont-elles fait pour ne pas voir, lorsqu'elles ont cousu, dessiné, cousu, patronné, puisque ma grand-mère était couturière, comment elles ont fait pour ne pas voir que ce grand-père, qui était le mien, était en train de violer ce petit chaperon rouge, tout simplement. Le déni, c'est un pouvoir extraordinaire. Quand on ne veut pas voir, il y a quelque chose qui se passe. Et donc finalement, le personnage du chaperon vert que vous voyez, c'est un élan créatif de survie. Il fallait que je transforme ce chaperon rouge. Et finalement, ce que vous voyez ici, c'est l'image du chaperon rouge que j'ai mis à la négative et que j'ai plongé dans des œuvres d'art. J'ai fait ici un photomontage et c'est ce qui m'a permis de dépasser, de survivre ce moment que j'étais en train de vivre. Du coup,
Pour cette conférence un peu accélérée, cette mini-conférence d'une vingtaine de minutes, ce que je vous propose, c'est que, eh bien, on aille chercher ce petit chaperon rouge qui s'est perdu dans la forêt depuis de nombreuses années. On pourrait parler d'aller chercher son enfant intérieur. Pour moi, c'est quand même assez difficile de le faire dans ma vie personnelle. Par contre, y aller avec des œuvres d'art, ça, je sais faire. On y va avec Hugo Bienvenu, Sous oxygène. Bah oui, puisque le sujet est quand même assez asphyxiant. Donc je vous emmène découvrir un peu ce qui s'est passé pour elle. Et on y va direct. Elle rencontre le loup. Alors, qui est ce loup? Ce loup, vous l'avez compris, c'est mon grand-père maternel. Il est mort quand j'avais 6 ans. Il a mis fin à sa vie, et grâce à cela, l'inceste s'est arrêté. Finalement, grâce à sa mort, j'ai enfin pu vivre. Et là, vous vous dites, mais ça ne ressemble pas du tout à Julie, cette photo. Eh bien non, puisqu'ici, vous avez une œuvre d'art d'une artiste du nom de Mika Sperling, qui, à l'occasion des rencontres de la photographie d'art, a présenté toute une série de travaux, et notamment ces photographies de famille qu'elle est revenue transformer. Elle a découpé méticuleusement toutes les silhouettes de son agresseur, qui est son grand-père pour elle aussi. Pour moi, c'est très intéressant ce travail, puisqu'on sait que, et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, même si mon agresseur n'est plus là aujourd'hui, et bien plus de 40 ans après, je vous en parle encore, parce qu'il laisse des traces, il laisse des empreintes dans le corps, dans la psyché. Il reste quand même présent, même s'ils ne le sont plus. Et puis aussi, ça permet de venir un peu réfléchir à ces fameuses photos de famille. Qu'est-ce qu'on fait de ces photos? On les jette, on les brûle, on les conserve. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis ces agresseurs, qu'est-ce qu'on en fait? Donc je trouve que toutes ces questions-là sont intéressantes. Dans ce travail, j'ai découvert bien évidemment la notion d'emprise, mais comme beaucoup, puisque à 94%, nous connaissons nos agresseurs et nous avons confiance en eux. Donc moi, je suis allée chercher des chiffres, et la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, est venue apporter ces chiffres. J'avais besoin de savoir, mais qui sont ces agresseurs? Qui? Voici le palmarès. Dans le cas où les agresseurs agressent ici une fille. Le père, le grand frère, l'oncle, le grand-père, le ou la cousine, le beau-père. Ce que je vous invite à faire, c'est aussi écouter ce podcast, Protéger son enfant de Johanna Smith, puisqu'elle vient affiner un peu les profils de ces agresseurs. Donc je vous laisse l'écouter et découvrir qui. Mais qui est le violent? Qui est le dominateur? Qui est l'homme enfant? Qui est le soi-disant amoureux? C'est surtout que Johanna Smith, elle vient nous donner des tips pour savoir comment recruter un bon babysitter, les repérer. Et oui, parce que parmi les babysitters, les éducateurs, les animateurs, les professeurs, les entraîneurs, on va dire qu'on va y retrouver les professionnels de la profession. Ceux qui savent allier passion et plaisir et travail, ceux qui vont faire le plus grand nombre de victimes auprès de nos enfants. Je vous fais écouter un de ces animateurs, Daniel Cohn-Bendit, peut-être que vous le connaissez. Ça a été le chef de file de mai 68, un homme politique qui a œuvré à la fois en France et en Allemagne. En avril 82, il s'est un peu lâché sur le plateau d'Apostrophe. Depuis, il a fait son mea culpa, mais on va quand même l'écouter. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico, maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Alors moi, je vais vous montrer ceci, une petite fille de 5 ans. C'est la moitié de mon corps. Autant vous dire que le chaperon rouge que j'étais n'était pas du tout dans un délire érotico-maniaco-truco. Hein. C'est les délires des agresseurs, pas ceux des enfants. Faut arrêter de se mentir quand même. C'est surtout que moi, ce que j'ai compris grâce à ce travail que j'ai pu faire, c'est qu'elle est tombée dans un piège, une stratégie qui a été mise en place. Et la CIVIS vient s'appuyer là-dessus en tout cas sur les études qui ont été faites par le collectif féministe contre le viol, qui a établi cette stratégie qui est la même pour les femmes et les enfants.
Nous, on va s'intéresser uniquement à la première, celle de repérer et isoler la victime. Et oui, parce qu'ils ne les choisissent pas au hasard, ils vont aller choisir la plus fragile, la plus timide, celle qui manque de confiance en soi. Ouh, mais celle-là, elle est handicapée, c'est parfait. Et oui, puisque l'OMS le dit bien, les personnes en situation de handicap, et notamment ceux qui n'ont pas le verbe, ceux qui ne parlent pas, ont 5 fois plus de risques que les personnes dites valides d'être violentées sexuellement dans l'enfance. Pour bien comprendre, je vous emmène dans cette œuvre de Varja Lalvater, qui est une autrice des années 60 et qui a fait ce petit ouvrage du chaperon rouge. On est en 65. Elle voulait faire quelque chose de très inclusif en utilisant des formes géométriques et différentes couleurs pour venir raconter l'histoire du chaperon rouge. Et on voit ici sur cette scène, eh bien, le petit chaperon rouge est là, le loup est là et ils sont dans la forêt. On voit bien ces rapports de domination qu'évoquait Juliette Roy, le sexe, l'âge, mais ça peut être la corpulence, la taille, la place dans la famille, et puis aussi le caractère de l'agresseur. Et on sait ce qui va se passer pour le petit chaperon rouge. Elle va être sidérée de ce qui est en train de se passer. Elle va se dissocier. Ben oui, puisque le corps humain est plutôt bien fait. Comme on nous envoie des hormones de stress dans le cerveau et dans le cœur, autant vous dire qu'on peut mourir de peur. Donc on vient déconnecter et ça permet de plus du tout ressentir ni les douleurs physiques, ni émotionnelles, ni psychiques. Et puis, pour certaines d'entre elles, elles vont tomber en amnésie. Alors moi, j'ai une amnésie partielle. J'ai des flashs. Et notamment un flash, alors vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit tourne-disque ici avec Chantal Goya. C'est le camoulox, c'est le flash inceste, agresseur, Chantal Goya. Certaines vont avoir une amnésie totale, notamment quand les agressions se font dans la toute petite enfance. Et puis d'autres vont avoir pas du tout d'amnésie, comme Christine Angot qui peut vous raconter ce qu'elle a mangé avec son père au resto. C'est quand même assez dingue. Moi, je suis tombée en amnésie, j'avais 6 ans, une fois qu'il était mort. Je me souviens de ne pas me souvenir, mais en grandissant, avec l'adolescence, il y a un truc qui commence à se passer, quoi. Mais je comprends pas. En 4e, j'essaye plusieurs fois de mettre fin à ma vie. Je me suis bien ratée, je suis bien contente d'être là parmi vous ce soir. Donc ça, c'est cool. Et dans ce travail que j'ai pu faire, ça, c'est ce qui m'a passionnée. La mémoire traumatique. Le cerveau ne se souvient pas, mais le corps parle. Et moi, le corps, eh bien, il s'est exprimé à l'occasion de mes cours d'art plastique. Voici un dessin que j'ai fait en 3e. Un œil brisé, avec une main qui essaye de s'approcher et qui se fait laminer. Ça, c'est un travail que j'ai présenté au baccalauréat. Alors, j'avais tout à fait conscience que si un mannequin, à savoir une femme à poil, pouvait vendre un yaourt, en tout cas aider à vendre ce yaourt, elle pouvait vendre des injustices, en tout cas défendre les injustices de ce monde. Peut-être que pour certains vous en souvenez, hop là on la voit mieux, c'est une petite colombienne qui était prise dans un trou rempli de vases et les journalistes ont préféré la filmer en train de mourir plutôt que de la sauver. J'étais passionnée par les camps de concentration, mais surtout par les corps décharnés qui sortaient des camps. Je me suis beaucoup focalisée sur la manière dont ils avaient pu endurer les tortures. CF, le syndrome de Jean Moulin dont Cécile C vous parlera peut-être tout à l'heure. Surtout, quelles avaient été les stratégies qu'ils avaient mises en place pour en sortir vivants. À l'intersection du sexisme et du racisme. Ici, j'ai repris l'image de Marilyn Monroe, qui elle-même a été violée dans l'enfance. Et ce que vous voyez en bas, avec cet homme afro-américain qui baigne dans son sang, c'est la jupe, le tutu de Marilyn. J'étais déjà dans les photomontages. Et puis, alors là, c'est un petit peu... Vous pourrez revenir voir de plus près, c'est un corps. Alors, c'est pas évident d'avoir un micro. Hop, alors, le bras, le dos, la fesse, une jambe, la poitrine, le ventre, et à l'intérieur, des corps de soldats blessés. La mémoire traumatique, elle a été expliquée par Muriel Salmona. Elle a fait tout un ouvrage que je vous invite à lire, qui est fait pour les scolaires, quand on te fait du mal, qui a été illustré par Claude Ponty. Claude Ponty qui lui aussi a été incesté dans l'enfance. Et finalement, je trouve que dans cette représentation-là, eh bien c'est ça la guerre intérieure.
Muriel Salmona parle d'un colonisateur infiltré, une espèce de boîte noire émotionnelle de violence qui peut ressortir à n'importe quel moment en fonction des stimuli que l'on reçoit. Pour ma part, je suis sortie d'amnésie, je vous l'ai dit, à 18 ans. Et il a fallu que je rentre dans ce monde en version survie, mais je ne savais même pas que j'étais en mode survie. Survie déjà vis-à-vis de la famille. Là, je me suis dit qu'il fallait peut-être des petits chatons pour adoucir un peu le truc. Cette famille dysfonctionnelle et incestuelle, un trauma, l'inceste, des traumatismes, et puis finalement, en fonction de ce que vous avez vécu, eh bien, on peut avoir toutes ces entités dans une seule et même personne. Et puis, je suis rentrée dans la vie active avec mes stratégies d'évitement pour ne pas y penser. Et je travaille beaucoup. Le travail, c'est toute ma vie. Des conduites dissociantes, ça peut être l'anorexie, la boulimie, des addictions à différents types de produits. Et puis un peu une tendance à la revictimation. Ben oui, quand on n'a connu qu'un seul schéma de relation inconsciemment, on va vers ce qu'on connaît. La route était longue. Avant ce mois de juin 2022, où là, tout d'un coup, j'ai compris un peu le poteau rose. Finalement, le chaperon vert, c'est la somme de tout ça. Et là, vous vous dites, mais elle ne nous a pas du tout pourquoi... mais quelles sont les œuvres d'art? Et pourquoi je l'ai greenwashiné, ce chaperon rouge? Pourquoi il est devenu vert? Eh bien, je vous invite à découvrir ma page Instagram, qui s'appelle Le Chaperon Vert. Ou sinon, programmer cette conférence, qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas sordide. Je raconte rien de glauque. Tous les mots sont expliqués à travers des œuvres d'art, mais là j'ai dû y aller un peu en version rapide. On est là pour passer un bon moment ensemble, c'est le principal. Et puis normalement on finit en chanson avec Chantal Goya parce qu'elle avait un message subliminal que j'avais pas vu à l'époque, mais qui est tout à fait apparent aujourd'hui. Mais ça je le laisse pour la version. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter une captation d'une conférence performée intitulée Le Chaperon Vert, enregistrée à Nantes en novembre 2024. Ce podcast a été produit par l'association Les Fameuses. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association, rendez-vous sur lesfameuses.com ou sur Instagram, @lesfameuses_, sur Facebook ou sur LinkedIn. Merci pour votre écoute.